Alors, dernière vidéo de la semaine, cette fois-ci sur la notion de compléter dans mon espace métrique. On a vu, j'espère qu'on s'est convaincu au fil des vidéos sur la complétude, que la complétude c'était une bonne propriété pour un espace métrique. Malheureusement, il existe plein d'espaces métriques qui ne sont pas complets. Par exemple, n'importe quel sous-ensemble qui n'est pas fermé en R, dans R2 ou dans Rn, ce que vous voulez, donc vous le munissez de la distance induite et il n'est pas complet. Les rationnels, c'est pas complet. Les irrationnels, c'est pas complet. Et on a un ouvert non trivial de Rn, il n'est pas complet. Enfin bref, pour la distance induite, tout ça, c'est pas complet. Du coup, on voudrait quand même, par exemple, à cause du théorème de prolongement des applications uniformément continues, ou à cause du théorème de point fixe, quand on part d'un espace qui n'est pas complet, trouver un espace complet qui lui est associé, naturellement, et dans lequel on peut travailler. Donc la définition, on part de X en espace métrique, qui a priori n'est pas complet. On dit que Y est un complété de X si, alors X est contenu dans Y, et dx c'est la distance restreinte à X. Autrement dit, X c'est un sous-espace métrique de Y. Donc si on était un peu plus pédant, on définirait les complétés avec une application qui est une isométrie de X dx dans Y dy. D'autre part, on veut aussi que Y soit complet. Et enfin, tant qu'à faire, que Y soit le plus petit possible, c'est-à-dire que X soit dense dans Y dx. Donc la notion de compléter, c'est un peu comme une notion d'adhérence, au sens où je mets X dans un espace complet, je prends l'adhérence de X. Parce que si X n'est pas complet, alors X bar, l'adhérence de X, devient complet, puisque c'est un fermé dans Y qui lui est supposé complet, et X est dense dans X bar. Donc ça, c'est la notion de compléter. Alors pourquoi on dit le compléter souvent? Donc soit de compléter, alors j'ai une application un peu bête, hein, qui est si je vais de X dans X, ça, c'est une isométrie. Pourquoi? Parce que la distance de Y comme la distance de Z, quand je regarde les distances entre des éléments de X, ce que je vois, c'est la distance que j'avais au départ. Donc je vais dire de X dx. Ou peut-être appeler ça dx pour être cohérent. Donc, comme en fait ces deux distances sur X, elles donnent la même chose, c'est une isométrie. Comme Z est complet, et que X est dense, elle s'étend en une application de Y dy dans Z dz, qui est isométrique, et d'image dense, puisque l'image contient X. Mais f de Y, donc si je regarde f de Y et que je le munis de la distance induite par Z, c'est la même chose que Y. Les distances dans Z ou dans Y sont les mêmes. En particulier, si je prends une suite de Cauchy dans f de Y, c'est l'image d'une suite de Cauchy dans Y. La suite en question converge dans Y, et donc son image par f, puisque f est continu, converge. Donc f de Y est fermé. Puisqu'un complet, c'est toujours fermé. Et ça me donne que f de Y est égal à Z. Donc finalement, si j'ai deux complétés, mon isométrie, l'identité de X des
muni de sa distance, que je peux penser comme étant la distance induite par y, dans x muni de la distance induite par z, est une isométrie qui s'étend en... Alors, je vais devoir effacer ici. Donc c'est une isométrie bijective, puisqu'une isométrie c'est toujours injectif, bien sûr, ça préserve les distances, mais on vient de montrer que l'image était z et équivaut l'identité sur x. Donc deux complétés, ils sont égaux, modulo cette identification-là. Si je prends deux complétés quelconques, bon, ben, j'ai une application qui vaut l'identité sur x et qui envoie l'un sur l'autre, ce qui veut dire que moralement, les deux espaces sont le même, et c'est pour ça qu'on parle du complété d'un espace métrique. Et encore une fois, pour définir ça un peu plus proprement, il faudrait travailler avec un point de vue un peu plus catégorique, avec des applications entre espaces métriques, ce que je ne vais pas faire ici. Mais donc un complété, c'est unique dans ce sens-là. La question, c'est pourquoi est-ce qu'un complété existe ? Pourquoi est-ce que je peux trouver un complété? Alors, pour trouver un complété, j'ai déjà en fait mentionné, mais alors je vais peut-être l'appeler Z, complet. Il suffit de trouver un espace Z complet et une application f de x dx dans z dz qui est isométrique. Pourquoi? Parce qu'alors je peux identifier x à f de x, et alors f de x bar, ça sera un complété de x. Donc si je vois f il envoie x, c'est une isométrie de x dans f de x bar, donc je peux identifier x à f de x. Et f de x bar, bon bah, il contient x, du coup, modulo cette identification, il est complet puisque c'est un fermé dans un complet, et x, que j'ai identifié à f de x, est bien dense dans f de x bar. Donc, mon problème, c'est de trouver un complet tel que il y a une isométrie de x dans z. Et rappel, on a vu les fonctions bornées de x vers r, munies de d infini, avec d infini de f à g, c'est le sup des distances, des valeurs absolues du coup, de f de x moins f de moins g de x. Et on a vu dans notre vidéo sur les exemples d'espaces complets que si on part d'un espace complet, si on arrive dans un espace complet R, alors l'ensemble des applications bornées d'un espace X quelconque dans R est complet. Maintenant, je vais regarder. Bon, si X est vide, il n'y a pas grand chose à dire comme d'habitude, donc je fixe un X0 dans grand X. Et je pose, et je définis une application, je sais pas, delta, qui va de x dans cet espace B de xr, de grand X dans B de xr, et qui a x associe à une application bornée, c'est une fonction de x dans R, donc la fonction qui a y associe distance de y à x moins distance de y au point que je me suis fixé x0. Donc ça, c'est une application qui prend un élément de x et qui lui associe une fonction, et la fonction, c'est celle qui envoie y sur distance de y à x moins distance de y à x0. Alors, il faut que je montre bien que ça arrive dans les fonctions b de xr, donc montrons que ce que j'ai déjà affirmé, montrer que c'est dans b de xr, ben, si y est dans x,
delta x de y en valeur absolue. Alors je regarde ce que c'est distance de y à x moins distance de y à x0. C'est plus petit que distance de x à x0, donc pour tout x fixé, la fonction delta x, elle est bien bornée par la distance au point x0 que je m'étais fixé. Maintenant, si je prends x et x' dans grand X, et y dans grand X, si je regarde delta x de y moins delta x' de y, je regarde la différence entre les deux, ça fait distance de y à x moins distance de y à x0, moins distance de y à x' moins distance plus distance de y à x0, donc ces termes-là se simplifient. C'est bien plus petit que distance de x à x'. Donc, la distance entre delta x et delta x', c'est le sub de tous ces trucs-là, c'est plus petit que distance de x à x'. Si je prends y égale par exemple x', on voit que le sup est atteint et donc la distance est égale à la distance de x à x. Pourquoi si je prends y égale x', la distance delta x de y moins delta x' de y, ça fait distance de x' à x moins 0, c'est-à-dire distance de x' à x. Donc, l'application delta, qui sont peut-être un peu parachutées de nulle part, c'est une application qui prend un espace métrique x et qui l'envoie dans un espace vectoriel normé complet, l'espace des fonctions bornées de x vers r. Donc on voit ici deux choses. D'une part, que tout espace métrique s'envoie par une isométrie dans un espace vectoriel normé. Donc on peut toujours penser aux distances comme étant la distance sur une partie d'un espace vectoriel normé. D'autre part, que tout espace métrique s'envoie isométriquement dans un espace complet, ce qui garantit l'existence d'un complété. Donc ça, c'est une preuve qui est naturelle du point de vue d'un analyste, au sens où, partant d'un espace, on produit un autre espace qui a des bonnes propriétés, qui est un espace de fonction sur x, et ensuite, on obtient l'objet qu'on cherche en prenant une adhérence, qui est une forme d'enveloppe, le plus petit, fermé, qui contient x. D'un point de vue plus algébriste, cette preuve n'est pas naturelle, parce que d'où vient cette idée? Donc, comment on aurait fait en adoptant un point de vue plus algébrique? Je parle d'un espace x, oui bien sûr, ce que j'ai pas dit, pardon, c'est que si jamais x est lui-même complet, il est fermé dans y, et donc on a ici nécessairement x égale y. Un complet, c'est son propre complété. Donc si je pars d'un espace x, il est complet, il n'y a évidemment rien à faire pour produire son complet. Maintenant, donc je pars d'un espace x, ça veut dire qu'il existe des suites de Cauchy. À chaque fois que je vois une suite de Cauchy dans x qui ne converge pas, c'est-à-dire je vois un trou dans x, je vois une suite qui elle a l'air de devoir converger, parce que les distances entre les points sont de plus en plus petites, elle a l'air de tendre vers quelque chose, mais à la limite, il n'y a rien. On veut ajouter une limite. On veut ajouter, pas un point, alors, je vais peut-être l'appeler U. On veut ajouter un point utile tel que UN tend vers utile dans un nouvel espace. Donc je veux rajouter une limite pour chaque suite de Cauchy. Et mon Y, l'espace que je cherche, ce serait du coup vraiment X union l'ensemble de toutes ces utiles pour à chaque fois que U et de Cauchy ne convergent pas. Donc ça c'est l'approche un peu naïve. La question c'est comment est-ce que je fais pour définir une distance sur Y. Là je vais juste le faire à l'oral. L'observation fondamentale si on veut faire comme ça, c'est que si je prends deux suites de Cauchy dans X, la nouvelle suite qui est distance de UN à Vn est à nouveau une suite de Cauchy mais dans R. Donc elles convergent dans R. Je dis que je vais le faire à l'oral mais ça ne va pas être possible de suivre. Donc si UN, Vn sont de Cauchy
dans X, alors la suite distance de UN Vn et de Cauchy dans R avec la valeur absolue. Ça, c'est un petit exercice que je laisse, qui est fait dans les notes de cours, mais que je laisse, sinon, si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment juste une conséquence de l'inégalité triangulaire. Donc, distance de UN à Vn tend vers un truc que je vais appeler ρ de UV. Donc j'ai UV de suite de Cauchy. La suite des distances et de Cauchy, j'utilise du coup de manière fondamentale que R est complet, que R avec la valeur absolue est complet. Maintenant je pose, j'essaye, je pose, alors ça va pas être encore moins Y, Z égale l'ensemble des suites de Cauchy. L'élément de X, et si U, V sont dans Z, je pose ρ de UV égale la limite de la distance UNV. Je viens de dire, puisqu'on vient de justifier que si on avait deux suites de Cauchy, là, les distances convergent. Donc le problème là, c'est où est X dans tout ça. X, donc grand X, je l'envoie sur la suite constante X, X, X. Je vais de nouveau appeler cette application delta, comme tout à l'heure, qui est bien dans Z. Donc a priori, c'est pas mal, puisque si xn est de Cauchy, dans X, si vous regardez la distance, alors xn, maintenant je peux y penser comme un élément de X. Alors xn du coup c'est nul, parce que un, c'est censé être un pour n fixé, c'est un élément de X. Mais U, c'est en lui-même un élément de l'espace des suites. Ben, cette distance, c'est quoi? C'est exactement la limite quand n tend vers l'infini, quand peut-être i tend vers l'infini. C'est quoi la distance entre deux suites de Cauchy? C'est la limite des distances entre leurs termes. Celle-là, elle vaut toujours un, et celle-là, c'est ui, la terme. Ok, et ça, donc ça, j'ai un n qui est fixé, et qu'est-ce qui arrive à deux distances entre un un et un ui quand n et i sont très grands? Ben, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini, puisque la suite u est de Cauchy. Donc, delta un, elle tend bien vers u au sens où ρ de delta un à u tend vers 0. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme propriété sur ρ? La ρ entre u et u, ça fait 0. Et d'autre part, pour toute uv, ρ de uw, c'est plus petit que ρ de uv plus ρ de vw. Ça, c'est une conséquence immédiate de l'inégalité triangulaire sur X et du fait que ρ de uw, c'est la limite des distances de un à wn. Le problème, c'est la séparation. On a, a priori, plein de suites qui sont à distance nulle sans être égales. Parce que du moment, par exemple, qu'une suite xn tend vers x, c'est une suite de Cauchy, et la distance dans l'espace des suites avec la suite constante tend vers 0. Donc on a plein de suites qui sont à distance nulle. Donc c'est presque une distance. Donc on pose notre espace y, c'est de dire, si les suites, si la distance entre les deux tend vers 0, c'est que la limite que je voulais rajouter, au départ mon y c'était censé être rajouter une limite à chaque fois qu'il en manque, bah, cette limite c'est la même, puisque la distance entre les deux suites tend vers 0. Donc on identifie des suites, donc quotientées par une relation d'équivalence, où un est équivalente à Vn si ρ de u à v est égal à 0. Il faut vérifier que c'est une relation d'équivalence. Et ensuite, vérifier deux choses. Y muni de
Alors, ρ, elle passe au quotient, c'est-à-dire que si j'ai deux suites qui sont un qui est équivalente à u'm, vn qui est équivalente à v'm, alors ρ de u à v, c'est la même chose que ρ de u' à v'. Donc je peux regarder ma fonction ρ comme une fonction au quotient. D'une part, y ρ est un espace métrique maintenant. D'autre part, x est dense dans y rond. Donc ça, c'est essentiellement par définition, parce que si je prends une suite de Cauchy un, on a dit avant que c'était la limite de ces termes. Donc ça, c'est bon. Et enfin, toute suite de Cauchy d'éléments de x converge dans y, puisque c'est exactement ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une limite pour chacune de mes suites de Cauchy. Et maintenant, il nous reste à dire, il vous reste à vérifier si vous voulez faire comme ça, que le problème potentiel, c'est que peut-être qu'il y a des nouvelles suites de Cauchy d'éléments de y qui, elles, ne convergent pas. J'ai rajouté une limite pour chaque suite de Cauchy d'éléments de x, peut-être qu'il faut que je refasse ça et que je rajoute à nouveau des limites, et que cette opération ne s'arrête jamais, mais c'est en soi un bon exercice. Ça entraîne que cet espace-là est complet. Et donc, c'est le complété de x. Il y a un petit exercice à faire. Si vous avez un espace métrique et un sous-espace dense, tel que toute suite de Cauchy dans ce sous-espace dense converge dans votre espace métrique, y, alors toute suite de Cauchy dans y converge. Pourquoi parce qu'une suite de Cauchy de y, on peut trouver une suite de Cauchy dans x. Donc si j'ai une suite de Cauchy yn dans y, je peux trouver xn dans x qui est de Cauchy, et tel que la distance de yn et xn tende vers 0. Comme xn converge, yn aussi, il en a fini. Donc finalement, ça c'est la construction algébrique du complété, c'est arriver à donner un sens à l'intuition. Je rajoute une limite pour chaque suite de Cauchy d'éléments de x qui n'en avait pas, mais on voit que cette approche algébrique, elle nécessite quand même plus de travail que l'approche qui est de dire j'ai qu'à considérer l'ensemble des fonctions bornées de x dans R, c'est incomplet, et x est isométrique, un sous-espace de ce truc-là, et on a fini. Évidemment, les deux approches sont en fait intéressantes et importantes, et dans différents contextes, l'une va être plus efficace que l'autre. Je vais juste finir par un exemple. Classiquement, on dit que R, c'est le complété des rationnels, ou c'est aussi le complété de n'importe quelle partie dense dans R, c'est le complété de R-Q. Je voudrais juste attirer l'attention, c'était plutôt pour les agrégatifs qui regarderaient peut-être cette vidéo plutôt que pour les L3. Comment est-ce qu'on a montré l'existence d'un complété? J'ai donné deux méthodes. La première, c'était j'envoie x dans les fonctions bornées de x dans R. Pour montrer que ça c'est complet, j'ai besoin de supposer que l'espace d'arrivée est complet, c'est-à-dire j'ai besoin de savoir déjà que R est complet. L'autre méthode algébrique, ça a été de dire que si j'ai une suite de Cauchy, si j'ai deux suites de Cauchy U et V, ici le rationnel si on veut, alors la suite des distances est encore de Cauchy, donc converge dans R. Donc j'ai à nouveau utilisé que R était complet. Dans toutes les constructions d'un complété, on va utiliser en fait de manière fondamentale le fait que l'ensemble des valeurs de la distance, c'est R, qui est complet. C'est contenu dans R et que R est complet. Donc, pour construire un complété, on a besoin de déjà savoir que R est complet. Autrement dit, si vous définissez R comme le complété de Q, vous avez un problème logique. On ne peut pas définir de complété sans avoir d'abord défini R et prouvé qu'il était complet. On pourrait tricher un peu en faisant une première fois la construction de R, en disant je regarde seulement les suites de Cauchy de rationnels, on fait toute la construction algébrique que j'ai faite ici, on montre du coup qu'on peut définir
on peut faire un passage à la limite, on définit R comme ses limites de distance entre rationnels, et une fois qu'on a défini R, on montre qu'il est complet, et après on a gagné. Mais ça nécessite un travail spécifique. C'est une erreur logique de définir R comme le complété de Q, parce que, encore une fois, pour définir un complété, il faut déjà savoir que la distance est à valeur dans R qui est complet. Voilà, c'était juste une petite remarque, mais cela dit, une fois qu'on sait que les complétés existent, un premier exemple fondamental, c'est bien sûr R est le complété de Q, R est le complété de R privé de Q aussi, et en général, pour calculer un complété, quand l'espace ambiant est complet, le complété de... Si A est contenu dans X et que X est complet, le complété de A, c'est juste A bar, l'adhérence de A. Okay, donc ceci conclut notre série de vidéos sur la complétude pour le cours de L3, et donc je vous remercie une dernière fois pour votre attention. Merci.